Allô, allô, est-ce que tout le monde m'entend bien? Normalement, je pense que oui. Hop. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, ça va être un petit live autour du no-code, même si on a eu beaucoup aujourd'hui, qu'il y en aura encore ce soir et demain. Mais là, ça sera un petit peu différent. Ça sera plus de présenter l'écosystème en général, tous les outils qui sont utilisés, ceux qui sont utilisés le plus, faire un petit état des lieux de ce qui se passe un peu autour du no-code. Et récemment, bah, du coup, le live d'avant Olivier, qui était excellent, sur Synkeo, la plateforme des RAG par IA, là, c'est excellent. Pas celui-là, celui-là. Je vous conseille de regarder le replay, parce que c'était vraiment très très intéressant. Et pour ceux qui ont déjà fait un peu de Unlimited, Langchain, etc., bah, ils ont simplifié énormément la chose. Donc ça peut être vraiment super super cool. Mais ça ne sera pas le sujet du jour, même si je les ai quand même rajoutés dans la section IA qu'on verra ensuite tout à l'heure. Donc, pour vous résumer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, du coup, préparé, bien entendu. Là-bas, je voulais. En fait, le truc, c'est que je l'ai déjà fait sur mon site, mais c'est pas assez visuel. En gros, je suis dépendant du design de software, donc il y a certains trucs que j'ai pas forcément la possibilité de faire. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, autant le faire sur un Canva géant, interactif, communautaire, et qui peut être mis à jour soit à chaque live que je ferai, soit je le fais dans mon coin, je ferai des updates sur le stream. Mais en fait, ça m'a permis également, parce que du coup, ça fait longtemps que je fais du no-code, etc. Je pensais qu'il y avait énormément d'outils, mais au final, en les plaquant là comme ça sur un tableau, bah, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça.
En plus, chacun a ses propres fonctionnalités. Il y en a qui peuvent fonctionner vraiment tout seuls, il y en a qui ont besoin, d'avoir certaines, dépendances ou pas. Mais, ça reste intéressant quand même de voir qu'il y a pas tant de choses que ça, notamment des substitutions qui peuvent le faire et cetera. Ensuite, j'avais, établi après on ira vraiment dans le détail, je vous montrerai, point par point. Ensuite, j'ai fait un petit, topo, pour commencer vraiment, de zéro, au moins d'un projet, quelconque, que ce soit sa vie perso, sa vie pro, le business, une association, une entreprise, un projet client, un projet freelance. Il y a tout qui est résumé là-dedans. Je pense que j'ai été le plus straight to the point possible, le plus efficace possible. Bien entendu que c'est pas parfait, qu'il manquera certains détails qu'on pourra rajouter par la suite, notamment si vous avez des idées dans le chat pour pouvoir ajouter ça. Et après, je me suis dit, on pourrait potentiellement, après élargir en fait ce Canva-là à potentiellement des types d'organisation, de gestion de projet qu'on pourrait faire en no-code. Après, j'aimerais quand même mettre un petit disclaimer, c'est que comme l'avait dit Olivier dans son stream d'avant, c'est vrai que le no-code, c'est assez restrictif. Le terme de programmation visuelle ou développement visuel est beaucoup plus adapté. Et sur certains outils, ça va être totalement le cas. Ce sera vraiment de la programmation visuelle. Et d'autres, c'est juste des blocs, comme des blocs de Lego qu'on assemble ensemble. Mais il faut quand même ne pas oublier d'avoir cette logique de développeur, parce qu'en soi, tout ce qu'on fait, c'est du métier de dev, même si on n'a pas le code visuellement, on a juste des blocs qui rajoutent du code dans la page. Donc c'est pour ça que y a certains termes que je vais essayer de vulgariser, même s'il y a le lexique, là je vous mettrai à disposition. Mais voilà. Donc on va commencer rapidement. Donc j'ai distribué, catégorisé, on va dire, certains outils. Donc vous avez la partie formulaire, automatisation, communication marketing, veille technologique, paiement navigateur, base de données, création d'applications web mobile, création de site internet. Du coup, j'ai bien dissocié les deux parce que c'est vraiment deux trucs complètement différents. Et l'intelligence artificielle. C'est à peu près tous les outils que j'utilise moi. Donc j'en ai pas rajouté plus non plus. Après, on aurait pu rajouter une tonne, mais au final, ça ne sert à rien. Après, bien sûr, par la suite, on pourra afficher d'autres outils si d'autres gens de la communauté du coup, utilisent beaucoup ces outils-là. Mais là, étant donné que j'ai vraiment pris suivant ce que j'utilisais au quotidien, ça fait à peu près tout ce genre d'outils. Donc j'ai pas compté, mais il doit y en avoir à peu près une vingtaine, 20-25, je pense. Sachant qu'on ne les utilise pas tous et c'est chacun sa préférence. Donc, j'ai aussi fait une petite légende sur ce Canva. Tout ce qui est étoile, ce sont des logiciels open source, donc c'est-à-dire que le code est disponible publiquement et gratuitement, ce qui permet de réutiliser ce code soit pour l'héberger gratuitement sur notre serveur, soit pour contribuer à des projets, ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Mais généralement, open source égale gratuit, suivant quelques conditions, notamment de savoir faire du code, parce qu'il faut installer des dépendances, etc. Mais il y a quand même pas mal d'outils qui simplifient la chose, et notamment les IA. Si, il y a Xano et Web, ne t'inquiète pas. J'ai fait les choses bien, t'inquiète. Juste par contre, je m'excuse, parce qu'il y a certains, c'est pas ma faute, hein, c'est la faute de Figma ou des sites sur lesquels j'ai copié. Mais en fait, quand on prend le lien et qu'on le met en fait dans FigJam, des fois ça met les cartes comme ça, donc quand il y a les réseaux sociaux. Mais quand il n'y a pas, bah, du coup, ça fait ce petit lien mort vide. Donc, espérons qu'il y ait des mises à jour. Ça fait un peu dégueulasse. Mais ça m'a étonné que ce soit les plus gros sites sur lesquels ça ne fonctionne pas, notamment ChatGPT, Notion, et quoi d'autre, Make, ça ne fonctionne pas non plus. Il y en a quelques-uns, c'est pas non plus tous, mais Midjourney, Ideogram aussi qui ne fonctionnent pas. Peut-être qu'ils tombent tous sur le même site, d'ailleurs, c'est bizarre que. Enfin, ça ne fonctionne pas. Bref. Donc ensuite, le petit pouce vert, c'est que les plans gratuits suffisent absolument, ça suffit totalement en fait pour faire au moins 80-90% de ce qu'on a besoin de faire en no-code pour des personnes lambda qui sont pas forcément, ou c'est pas leur métier, ou ils ont juste besoin d'utiliser des outils. Donc j'ai mis les petits pouces sur ces outils-là. Et ensuite le petit drapeau français pour notifier des entreprises et startups françaises. Voilà, donc il y a un peu le point ici. Donc on va les repasser un petit peu en détail et vous expliquer un peu les cas d'usage. Donc en premier lieu, les formulaires, j'en ai sélectionné deux.
même si j'en utilise qu'un seul, c'est Filout. Donc vous avez Filout et Tally. Avant que Filout n'existe, c'était Tally qui était le grand remplaçant de Typeform. Filout est arrivé tel un bulldozer et a rajouté pas mal de fonctionnalités que Tally n'avait pas, que Typeform a, mais sur les plans Enterprise. Du coup, Filout fait exactement les fonctionnalités de Typeform, mais en version gratuite. Pour les versions payantes, c'est vraiment des cas d'usage très 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 particuliers. C'est pas forcément requis de payer le Filout, mais c'est quand même un outil qui fait énormément de choses, voire peut-être trop, mais ça peut se discuter. Donc pour résumer, ils font des formulaires qui se connectent nativement à des bases de données, donc Airtable, Notion, Google Sheets, les Webhooks, Google Drive, ça remplit des PDF automatiquement. Ensuite, ils ont une partie de workflow, donc c'est tout ce qui est automatisation. Quand il y a un formulaire, fait telle action, envoie un mail, utilise l'IA pour faire telle ou telle action. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez un schedule qui remplace un calendly ou un cal. Et je crois que c'est tout. Ah oui, après, il y a les paiements, il y a les quiz, il y a les logiques. Sur Filout, je vais faire live sur Filout. Quand ça? Je me souviens plus. Donc c'est un bon outil all-in-one, et le gros avantage de Filout, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est tous les 2 ou 3 mois, ils envoient la patate niveau feature, et du lundi au vendredi, ça déballe, quoi. Tous les jours, il y a une feature qui est souvent très très utile, bien entendu, et qui rajoute encore de la plus-value à l'outil. Donc il est en constante évolution, et c'est quand même relativement cool. Donc en fait, maintenant que Filout existe, j'ai mis Tally pour la forme parce que il a bien servi le temps que Filout arrive. Maintenant, je ne vois plus du tout l'utilité de Tally. Donc, sachant que les designs, en fait, on reconnaît que quand c'est un formulaire Tally, tandis que Filout, il y a tout ce qui est personnalisation. Donc, moi, mon cœur balance plutôt pour Filout que Tally depuis maintenant presque 1 an et demi, 2 ans. Mais bon et loyaux service, Tally, merci à toi d'avoir existé. Maintenant, il faut passer la place aux autres. Ensuite, sur les outils de base de données, c'est là où en fait tu fais la majorité de tes opérations no-code, de tes applications no-code, de tes sites no-code, tout ça avec une base de données. Typiquement, moi, quand j'ai commencé le web design, dès que j'entendais parler de back-end, de connexion API, d'Angular, de Laravel, etc., je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de chinois? C'est vraiment l'élite de la nation qui peut faire du back-end. Ça m'a pris quand même 5 ans, 6 ans avant de savoir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir le cas d'usage et mettre les mains dedans. Mais comme l'a dit très bien Olivier sur le live d'avant, c'est comme de remplir un tableau Excel, c'est juste que c'est beaucoup plus fonctionnel et c'est prévu pour. Excel, c'est pour faire du traitement de données de calcul, la plupart du temps, désolé de schématiser, mais c'est ça. Même si j'ai vu récemment que Google Sheets avait fait une mise à jour pour transformer ses données Excel en une sorte de tableau où tu peux choisir quelques champs. Je crois que c'est en bêta, c'est pas encore sorti. Donc à voir. J'ai pas forcément trop d'infos dessus, mais j'ai vu ça passer. Tout ça veut dire qu'en fait, une base de données, c'est juste un outil qui va stocker de la donnée que tu peux du coup filtrer par type de champ. Si c'est du texte, si c'est des images, si c'est des fichiers, si c'est des URL, si c'est des formules, enfin bref, plein de choses que sur Excel tu peux pas forcément faire. Ou alors il faut rajouter des interfaces compliquées, utiliser des macros, le VBA, RBA, je sais pas comment ça s'appelle. Après, c'est un peu galère. Et c'est pour ça que du coup, maintenant, les outils no-code en soi sont les grands frères, les gros accélérateurs d'Excel, parce que ça reste un tableur de base de données. Bien entendu que dans le tas, il faudra bien différencier les bases de données applicatives, notamment Supabase et Xano, contrairement à un Airtable ou Notion, où on peut faire toute notre vie directement dessus sans forcément plugger une application dessus. Donc, en tout premier, j'ai mis Airtable et Base.ro, donc en fait, Airtable qui est le leader en termes de base de données, ils sont là depuis 2013, et ils sont valorisés à quelques milliards de dollars, ces petits bonhommes. Et il y a l'alternative open source, donc gratuite, enfin semi-gratuite de Base.ro, qui permet du coup d'utiliser cette base de données sur notre serveur privé. Donc ça peut être bien pour la confidentialité des données, parce que du coup, Airtable, on est sur les US, et du coup, chez eux. Pour certains types d'usages, c'est pas recommandé, je pense. Je suis pas non plus expert en sécurité RGPD machin, mais je sais que vu que c'est aux US, il y a certaines boîtes qui ne peuvent pas le faire, ou ça prend des plombs pour faire les audits, pour voir si ça matche bien avec l'entreprise. Mais pour un usage personnel, honnêtement, ça fait largement le taf. Et le gros avantage, c'est que ça fait back-end et front-end.
petit front-end, donc c'est-à-dire interface utilisateur. C'est-à-dire que par rapport à notre base de données qu'on construit, depuis Airtable, on peut faire une interface pour gérer sa data, pour créer ses tableaux de bord, pour se faire des petites automatisations, plutôt que d'aller sur la vue graphique un peu excelienne, du coup, pour totalement faire un petit interface. Ensuite, vous avez Coda, qui est bien aimé par la communauté No Code France, Big Up à Elise, que j'ai récemment testé, et les fonctionnalités, la puissance, a l'air quand même vraiment bien. Je suis pas allé dans le fond, mais en soi, ça fait exactement la même chose qu'un Notion et qu'un Airtable. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y ait pas des intégrations natives pour du front, pour l'affichage utilisateur. Donc, il faut passer un peu par des API et tout. C'est pas vraiment full no code, pas full visuel, mais ça fait quand même énormément de taf. Et c'est surtout, de ce que j'avais remarqué, plus axé sur la data de calcul. Il y a beaucoup plus de permissions et d'affichage en termes de calcul de formules, de prix, de mathématiques. Enfin, ça a l'air plus quali à ce niveau-là. Ok. Bah ouais, comme Notion, du coup. Je pense qu'ils se mettent tous un peu à la page, mais est-ce que c'est possible de le faire avec un membership? Genre des utilisateurs groupes ou pas? En natif, ok. Ensuite, vous avez ClickUp et SmartSuite, que je mettrai un peu au même endroit. Même si SmartSuite, ça peut ressembler à un Airtable, ClickUp, c'est vraiment pour plus de la gestion de projet, all-in-one. Donc, c'est-à-dire, c'est plus en équipe. Je pense que tout seul, c'est un peu too much. Il y a un peu trop de features, on risque un peu de se perdre, mais ça peut être bien pour commencer de s'organiser rapidement sans avoir tout à créer nous-mêmes. Parce que en fait, les autres outils, il faut se créer nous-mêmes notre environnement. Après, ClickUp aussi, mais je veux dire, ils ont déjà toutes les features mises en place. Que sur un Airtable, etc., on est obligé de se les faire nous, les features. Donc ça peut être une bonne alternative. Il y a beaucoup d'agences qui utilisent ça et ça marche très très bien. Mais voilà. Ensuite, SmartSuite, c'est à peu près pareil que Airtable. Je pense qu'ils se sont partis d'Airtable et ils ont vu ClickUp, ils ont fait un petit mélange des deux. Du coup, vous retrouvez un peu les deux. L'avantage, c'est qu'il est dispo sur Software. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus démocratisé aux US qu'en France, ou en Europe en tout cas. Enfin, en tout cas, en France, il n'y a personne qui je connaît le SmartSuite. Donc, c'est pas le truc le plus connu, mais c'est tout aussi efficace qu'un Airtable. Ensuite, bien entendu, l'incontournable Xano, qui permet de faire des applications. Honnêtement, c'est plus trop ma partie, les applications, donc je ne touche pas. Je trouve ça trop compliqué, je laisse les boss et les experts s'en occuper, et moi je regarde et je me forme, mais c'est encore trop le boss final pour moi. C'est trop compliqué. Ensuite, vous avez Supabase, qui est un peu comme Xano, mais un peu plus simple, je dirais. Encore peut-être je dis des conneries et je m'excuse, mais je trouve l'approche plus simple de Supabase que Xano. Et c'est open source, donc ça peut permettre de se mettre sur un serveur et de se faire ses trucs dans son coin. Et Notion, le petit all-in-one qui fait tout, qui maintenant a une grosse connexion avec Software, qui permet du coup de créer des portails clients, des applications, tout ça depuis en fait votre Notion. Donc si ça fait des années que vous avez déjà un Notion, mais que vous aviez envie ou besoin de faire une interface utilisateur, du coup maintenant c'est possible grâce à Software, qui a l'intégration native depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, qui fonctionne exactement comme un Airtable, comme toutes les intégrations natives qu'ils mettent en place. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas encore retrouvé de limites ou de contraintes pour le moment, donc c'est en bonne voie. Juste pour certains types d'applications, si vous avez vraiment besoin de gérer des utilisateurs, je ne conseillerais pas Notion, parce qu'il n'y a pas trop comment dire, de granularité, de versatilité, enfin name dropping de ça, comparé à un Airtable. Donc pour la gestion des utilisateurs, moyen, mais en tout cas pour tout ce qui est affichage, ça marche du tonnerre avec les filtres, etc. Il n'y a pas de souci, mais utilisateur pour le moment peut-être à voir un petit peu plus tard. Sauf s'il y a des experts Notion et qui me prouvent le contraire, et je serais ravi. Mais en tout cas, pour parce que j'ai aidé une personne à essayer de connecter un Notion à un software, en effet, j'ai vite vu les limites. Donc je préfère vous le dire.
Donc bien sûr, là, on est le 7 novembre 2024. S'il faut, dans 2 semaines, c'est réglé, ou Notion fait des mises à jour, ou Software fait des mises à jour, ou X ou Y chose. Tout ce que je dis là, en fait, j'essaye que ce soit le plus... que ça dure dans le temps le plus possible, mais d'une semaine à l'autre, on sait jamais que ChatGPT sort un truc, Claude sort un truc, que Airtable refait une mise à jour majeure du... Enfin, on peut jamais savoir, donc j'essaye vraiment de poser les bases pour que ce replay dure le plus longtemps possible, et bien entendu que ce canvas sera mis à jour, je le répète. Ensuite, vous avez toute la partie automatisation, donc là, il n'y en a pas des masses non plus, même si Zapier, on devrait l'enlever. Désolé aux amoureux de Zapier, hein, mais là, c'est un peu trop abusé ce qu'ils sont... Enfin, considère plus trop comme une automatisation, c'est plus un gros all-in-one qui fait de la base de données, qui fait des interfaces, qui fait de l'IA, qui fait des automatisations, et qui coûte cher. Donc, je suis pas client. J'ai été client au début de Zapier quand ça faisait uniquement les automatisations parce que Make avait pas les intégrations Zapier, Zapier avait pas les intégrations Make, donc fallait jongler. Maintenant, c'est plus trop le cas, sachant que maintenant je sais faire des requêtes API. Donc en fait, peu importe l'outil, c'est pas gênant. Mais quand on commence, c'est vrai que quand on comprend pas trop, c'est plus simple de trouver un outil où vous avez votre module, vous avez juste à lire l'action que vous voulez faire et ça marche nickel. Juste le pricing de Zapier, il est trop abusé, je trouve, pour les alternatives qu'il y a sur le côté. En parlant d'alternatives, du coup, vous avez Make, qui fait de l'automatisation très très bien. J'ai pas de truc à dire sur Make, c'est vraiment un outil topissime. Mais par contre, j'ai des alternatives pour ceux qui n'aimeraient pas forcément Make ou qui ne trouveraient pas leur bonheur sur Make. Vous avez un petit nouveau qui s'appelle Relay.app, qui a un autre design qui se rapproche un peu d'un design N8N Zapier, tout en vertical. Et le plan gratuit, ça vous permet de faire jusqu'à 200 étapes par mois, contrairement à Make, où c'est 2 scénarios actifs et 1000 opérations par mois. Là, c'est du coup autant de scénarios potentiels possibles, mais gratuit. Du coup. Et après, c'est à partir de 8 euros, je crois. Ou c'est pas super cher. Il n'y a pas toutes les intégrations comme un Make, c'est normal, ça vient de sortir, mais ça fait relativement le taf. Et notamment, ils ont mis une fonctionnalité que Make va pas tarder à sortir, c'est le fameux Human in the Loop. C'est-à-dire que pendant l'automatisation, à un moment donné, il faut qu'il y ait un humain qui rentre en compte. Et sur Make, c'était pas possible de le faire nativement. Et là, ils vont le sortir normalement en décembre, je crois. Et Relay l'a déjà. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ils ont une meilleure intégration avec l'IA. En parlant d'intégration avec l'IA, je vous ai réservé N8N et Bullship qui sont excellents sur ça. Donc N8N open source. Donc si vous avez un serveur, vous ne payez pas, vous payez juste votre serveur, vous installez N8N. Il y a maintenant plein de tutos qui sont disponibles pour l'installer. Potentiellement que je ferai une petite vidéo pour faire les installations avec Coolify, qui permet d'installer une sorte d'interface sur votre serveur et ensuite en un clic d'aller choisir une application dans la liste, et notamment N8N s'y trouve. Donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas besoin de savoir utiliser Docker ou quoi que ce soit, il y a juste à cliquer et déployer, mettre un nom de domaine et bien jouer à tous. Donc c'est très bien là-dessus. Les gros avantages de N8N, c'est qu'ils ont des gros modules en fait, d'IA que n'a pas les autres, mis à part Bullship, mais c'est un peu différent. Où en gros, si vous voulez créer un agent IA, vous avez peut-être l'habitude sur Make de faire les modules OpenAI ou les modules anthropiques, etc. N8N, c'est ça, mais en plus développé. C'est-à-dire que vous avez réellement un agent que vous pouvez du coup connecter à un autre agent, lui mettre une base de données, lui mettre une base de données vectorielle, aller lui faire chercher des outils, notamment des recherches web, Airtable, Notion, toute votre suite Google, et directement de N8N. Et du coup, quand vous avez un serveur, vous avez des agents IA gratuits, du coup, mis à part de payer les API. Mais voilà, c'est plus simple de faire, d'appréhender les agents IA avec N8N. Et Bullship, ça fait à peu près pareil que les autres, du coup, c'est de l'automatisation, mais c'est plus visuellement développeur friendly, même si ça reste de la programmation visuelle. C'est juste que voilà, l'interface, elle fait un peu peur pour les nouveaux, on va dire. Mais après, si vous avez l'habitude de faire des automatisations, ça fait pas mal de choses en plus que les autres ne font pas. Donc ça, c'était pour la partie automatisation. La partie communication, je passe vite fait. C'est juste des petits outils de marketing qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Cal pour faire les rendez-vous alternatives à Calendly gratuite. T'es là pour tourner des vidéos payantes, mais très bien.
Loom pour faire des vidéos, pareil que Tela, Whimsical pour faire les diagrammes, les processus. D'ailleurs, en faisant ce Canva, je me suis aperçu que FigJam était meilleur pour faire les diagrammes, donc je vais plus trop utiliser Whimsical, je pense. Et Atio qui est un CRM gratuit, donc all-in-one, pas besoin de faire un truc sur Airtable ou Notion ou quoi que ce soit, c'est déjà tout prêt et ça fonctionne très bien. Vous avez une alternative à Atio qui s'appelle Folk, mais je l'ai pas mis parce que ça coûte trop cher pour ce que ça fait, alors que vous avez ça qui coûte rien du tout. Je vous ai quand même fait une petite liste où c'est team rare ici, hein. Il n'y a pas besoin de forcément payer beaucoup pour faire beaucoup justement avec les outils no-code. Peut-être la création d'app, on va passer à la fin parce que c'est le plus gros. Ensuite, je vous ai mis 2 sites ici, Product Hunt pour faire de la veille en fait sur tous les outils qui peuvent potentiellement sortir. Donc c'est soit des développeurs indépendants qui postent leurs projets, soit des startups, soit des entreprises, etc. Tous les jours, vous avez une liste de 10, 20, 30, 40 outils qui sortent. Bon, la plupart, c'est des projets des fois, c'est des side projects, des trucs comme ça. Donc, des fois, il y a des jours, c'est pas du tout intéressant, les outils. Il y a d'autres jours, c'est de la folie. Ça dépend. Voilà. Tous les jours, au moins à 9h, vous avez les nouvelles news. Et ça, c'est un site qui permet de faire un listing un peu comme Product Hunt, mais que sur des produits open source. Donc après, vous avez tout ce qui est analyse, data, IA, site internet, développement, machin, etc. Tout en open source. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert pas mal d'outils, no-code et pas no-code d'ailleurs, grâce à ça, parce que du coup, vu que c'est de l'open source, c'est des produits dev, donc ça permet d'ouvrir le champ des possibles plus facilement. Ensuite, un navigateur Arc qui est excellent, bonne alternative à Google Chrome. Et Stripe pour les paiements, je pense que la plupart des gens connaîtraient Stripe. Faut quand même le rappeler, c'est le processeur de paiement qui permet de se faire payer et de recevoir de l'argent, d'envoyer de l'argent, de rembourser les clients, de gérer des factures, de gérer des devis, de potentiellement faire des marketplaces, etc. Et c'est le plus utilisé, c'est le plus commun et c'est le plus facile d'accès parce qu'ils ont aussi des intégrations visuelles, notamment quand on crée un produit. En fait, limite, il n'y a même pas besoin d'utiliser Shopify si on n'a pas besoin d'un site vitrine ultra designé, etc. Vous avez juste à créer un produit dans Stripe, générer un lien de paiement, envoyer ce lien, on vous paye, vous recevez l'argent, bien joué à tous. Donc ils ont quand même simplifié la chose et ils sont en train de se tourner également sur des produits en crypto-monnaie pour se faire payer en crypto et pour accepter les paiements en crypto. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, tout ce qui est la partie site internet. Donc ici, je l'ai sorti de la partie applicatif. C'est uniquement site vitrine, site dynamique, donc avec CMS, c'est-à-dire un blog, et le e-commerce pour Shopify. Et en dessous, non, je l'ai mis à côté Webflow, mais ici, c'est vraiment que de la landing page, hein. Même s'il y a quelques plugins qui permettent de faire des espaces membres et tout, autant utiliser d'autres outils, quoi. Donc Squarespace, c'est un des trucs les plus connus mais plus côté US, qui est plus démocratisé, pour faire des landing pages ultra facilement, site internet, site vitrine, site corporate, ça fonctionne très très bien. Figma pour faire tout ce qui est maquette et design. Le gros avantage de Figma, c'est que depuis quelques temps maintenant, ils ont ouvert leur API, ce qui fait qu'il y a des plugins qui se mettent. Et si vous avez déjà fait du Webflow, ou si vous avez déjà fait du WeWeb, ou si vous avez déjà fait du Framer, en fait, vous pouvez directement copier ce que vous faites dans Figma dans le site. Donc en fait, ça vous évite de redupliquer votre design, comme on aurait pu le faire à l'époque, maquette Figma, intégration WordPress Elementor. Du coup, tout ce que tu fais sur Figma, tu es obligé de le reproduire à la main. Tandis que là, maintenant, vu que c'est des composants React qui sont transcrits en JSON pour le ramener sur les sites internet, c'est plus facile de faire ce genre de choses. Donc maintenant, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Il y a juste besoin de se concentrer sur un seul outil et ensuite le passer sur le site. Donc c'est plutôt cool. Donc Shopify e-commerce leader incontesté pour le moment. Même s'il y a des alternatives, bien sûr. Il y a aussi un combo qui permet de faire Shopify et Webflow, mais là c'est pour les riches, parce que ça commence à coûter vraiment cher au bout d'un moment. Parce que si on envisage, mettons, un Amazon ou un Leboncoin ou un eBay avec Webflow et Shopify,
commence à coûter cher, quoi. Sachant si en plus votre base de données c'est du Airtable, voilà, ça commence à faire cher. J'ai pas fait le total exact, mais je pense qu'on monte bien à 200-300 € par mois, juste pour faire tourner cette stack technique. Donc voilà, ça peut être un seul cas d'usage et qui ne peut pas faire autrement, mais si vous pouvez faire autrement, c'est bien aussi. Donc Builder.io également, ça permet de faire du Figma tout site internet. Lui, il est un peu plus orienté dev, mais ça fait largement le taf aussi. Vous en avez un autre qui s'appelle Plasmic, qui fait à peu près la même chose également. Doric, apparemment c'est le petit délaissé dans la communauté. Je ne l'utilise pas forcément non plus, mais ça a l'air quand même sympa. C'est un très bon éditeur visuel de site, quoi. Framer qui permet de calquer en fait enfin pas de calquer, de designer beaucoup plus facilement et de libérer la créativité plutôt que de s'embêter à apprendre le CSS, à créer un style guide, que tous les blocs soient bien, etc., etc. Là, c'est un peu plus freestyle. Ça fait des sites un peu plus designés, mais ça va beaucoup plus vite à la création du site, tout simplement. Et super, qui permet d'avoir un front-end pour Notion. Mais maintenant qu'il y a une Software, potentiellement qu'il y aura des petits sites qui tournent encore dessus, ça sert à rien de basculer sur Software. Mais sinon, ça fait le taf aussi, ça coûte pas super cher. Et voilà. Ensuite, en termes d'IA, bon, j'ai pas tout mis parce qu'il y en a énormément des outils, d'accord. Je les ai pas tous mis parce que je les ai pas tous enregistrés. Mais vous avez quand même une grosse partie de ce. Enfin, je vais quand même un peu résumer ce qui se fait. Donc tous les LLM connus, ChatGPT, Llama, même si là le site meta.ai, nous en Europe, on n'a pas encore accès à l'heure actuelle, potentiellement en 2025. Mais si vous habitez aux US ou que vous avez un PN, vous pouvez utiliser Llama. Sinon, vous pouvez passer par le Perplexity, le labs.perplexity.ai pour aller choper les modèles Llama. Ensuite, Mistral, les petits Frenchies, donc LLM français, qui concurrence pas mal les gros du secteur. Anthropic, donc Claude, qui commence à faire une grosse percée là depuis 2-3 mois, là, grâce à Claude 3.5 Sonnet et potentiellement 3.5 Haiku qui vient de sortir par API. Gemini, donc la suite Google, avec, je ne l'ai pas tagué là, mais il y a un petit mode open source aussi. Non, c'est pas celui-là, c'est l'étoile. C'est un open source, mais c'est pas Gemini, c'est Gemma. Donc ça reste le même moteur, on va dire, mais c'est une branche à part, ok, donc il est moins puissant. Et Hugging Face, qui est la plateforme open source qui référencie tous les modèles d'IA open source, justement. C'est là où on voit beaucoup de nouvelles IA qui sortent après, c'est-à-dire des textes ou vidéos, des textes ou images. Souvent, c'est souvent Nvidia, Microsoft qui postent là-dessus, Alibaba aussi maintenant. Flux aussi, il a été déposé sur Gingface. Vous avez quand même pas mal de choses, et c'est des petits Frenchies qui l'ont fait, Cocorico. Donc c'est bien quand même sur la même ligne, et en plus sur l'IA, on a quand même deux trucs français, donc ça régale. Vous avez aussi un modèle de chat sur Hugging Face qui permet aussi d'utiliser des modèles de langage qui n'existent pas ailleurs, en fait, dispo sur Hugging Face. Ensuite, création d'images, pareil, j'ai pas mis tout ce qui est vidéo parce que pour le moment, c'est pas, on va être honnête, hein, c'est pas super non plus évolué. Donc on va se concentrer sur la création d'images pour le moment. Donc ici, vous avez Flux qui est quand même un truc de fou. Midjourney pour ceux qui aiment payer. Ideogram qui est une bonne alternative et qui ont fait des grosses mises à jour. Notamment, ils ont repris le système de Canva de Midjourney, donc on peut faire pas mal de choses dessus. Leonardo qui est maintenant intégré dans Canva, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, j'ai même pas mis Canva dans les outils de communication, mais une tuerie aussi. Ensuite, j'ai fait une petite partie codée avec l'IA, donc même si on n'est pas développeur et qu'on ne sait pas coder, les IA sont faits pour. Et donc, ces outils-là, ça nous permet comme si on parlait à ChatGPT, sauf que ça nous génère du code, voire du très gros code, c'est-à-dire notamment une application complète. Bien entendu, je pense que pour utiliser ça, à l'heure actuelle, il faut quand même savoir comment ça fonctionne un site internet, comment ça fonctionne un petit peu le React, le Node, le Next.js, le TypeScript, etc. Parce que du coup, ça va forcément être ça qui va être généré. Donc, voilà.
C'est pas adapté pour tout le monde, même si c'est de plus en plus, accessible. Même en 2-3 lignes, il y a un truc à peu près correct qui sort. Mais c'est sûr que si on veut une vraie application, faut quand même, connaître pour au moins un peu lire, ce qui te sort. Parce qu'il se peut que des fois il hallucine même s'il a accès à toute la code base, que, bah, des fois il oublie, ou il change les mots, ou il enfin voilà. Donc c'est mieux quand même de savoir connaître, le code pour, le faire. Et en termes d'agent IA, j'ai rajouté Synceo du coup, bonne découverte de la journée. Donc, je vous ai rajouté là. Je me suis inscrit et je vais essayer de casser votre plateforme parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous avez fait. Voilà. Et maintenant, on va passer au gros du gros du gros. La création d'applications web et de mobiles en no-code ou en programmation visuelle, développement visuel, appelez ça comme vous voulez. Donc, moi, celui que j'utilise le plus, c'est Softer, parce que c'est là où j'ai le plus appris, où je fais beaucoup plus vite les applications, où maintenant, bah, du coup, j'ai mes process, ça va beaucoup plus vite. Quand j'ai besoin de quelque chose, bah, je sais où c'est. En plus, je suis partenaire, enfin, pas partenaire, ambassadeur, donc j'aurai accès à des trucs en plus, donc ça, c'est cool. Je pourrais les tester, et du coup, c'est un peu mon outil de travail. Mon site est hébergé totalement sur Softer en version gratuite. Même si là, bon, j'ai triché parce que, étant donné que je suis en ambassadeur, ils m'ont filé un code 6 mois du plomb à 369 $. Du coup, je l'utilise. Mais en soi, il a tourné pendant bah, du coup 1 an sur la version gratuite. Et le gros avantage de Softer sur la version gratuite, c'est que vous avez accès à un nom de domaine que personne d'autre ne fait. Donc, j'espère que les autres applications pourront potentiellement suivre la voie de Softer sur ça. Ça permet du coup bah, de faire un site, le connecter, et vous avez quand même un truc pro pour gratuit. Donc, notamment avec Airtable, c'est gratuit, Softer, c'est gratuit. Bah, vous avez une base de données, un front, et pour 0 €, vous pouvez gérer des utilisateurs. C'est quand même incroyable. Vous avez Bubble aussi, qui est aussi une grosse partie à lui tout seul, qui se suffit amplement tout seul. Je l'ai mis là-dedans, mais il aurait pu être aussi juste catégorie Bubble. C'est vraiment le grand frère de tout le monde. C'est celui qui a un peu révolutionné toute la manière qu'on a de faire des applications aujourd'hui. Ils ont sorti les applications natives maintenant, donc si vous avez une app Bubble, vous pouvez la convertir en une application mobile. Ce qui fait aussi les applications mobiles, c'est Flutterflow en natif. Donc, avec Flutterflow, vous pouvez les poster sur les App Store, ce qui n'est possible avec Bubble, ce qui n'est pas possible avec Glide, même si Glide, du coup, lui, il est focus en web app, mobile app, en, en, en sauvegarde sur le téléphone, donc c'est pas une vraie application, mais ça émule en fait votre site internet version mobile ultra responsive, ultra quali, ultra optimisée. Donc c'est pour des cas d'usage différents. Donc typiquement, surtout pour des métiers où il y a du déplacement, on utilise souvent le mobile, etc., pour faire des CRM, pour faire des gestions de projets, pas des projets, des tickets d'intervention pour le BTP, pour les livraisons, la logistique, etc. Ça peut être très utile. WeWeb, dont on a vu la petite démo sur le stream d'avant, donc Cocorico, startup française qui permet du coup d'aller beaucoup plus loin dans la création d'applications, contrairement à Softer Glide, où on est un peu bloqué par les blocs qu'ils nous proposent eux, on n'a pas forcément la main dessus. C'est un peu le seul point négatif en fait des deux applications, c'est qu'on ne peut pas avoir un design ultra pixel perfect comme on aurait souhaité l'imaginer. Mais si vous avez besoin de ça, bah, du coup, il faut juste aller sur WeWeb pour faire une application vraiment aux petits oignons comme vous voulez. Vous avez XAR aussi qui est une alternative pour certains types de métiers et certains process en soi. Si vous êtes dans le secteur de la santé, c'est la référence là-dedans parce que c'est les seuls certifiés, je crois, pour avoir des données de médecine. Sinon, si vous avez déjà fait du Airtable, etc., c'est compliqué d'aller sur XAR. Si vous avez jamais fait de Airtable ou quoi que ce soit, vous pouvez aller sur XAR. Mais la logique de base de données de XAR, moi, me flingue le cerveau, je n'y arrive pas, tout simplement. Ça, c'est trop bizarre. Donc, moi, j'ai laissé tomber. Mais il y a plein de freelances qui bossent sur XAR et qui sont excellents là-dedans, et ça fait des applications robustes. C'est juste que moi, je n'aime pas du tout comment c'est foutu. Donc, c'est pour ça que je l'utilise plus, tout simplement. Et ensuite, vous avez Web Studio qui est le concurrent open source de Webflow. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment pris Webflow et tout ce qu'ils font de mal, bah, du coup, ils le mettent sur Web Studio. Donc, c'est plutôt bien. Et du coup, comme c'est open source, si vous avez un serveur, vous pouvez installer votre Webflow-like sur votre serveur pour gratos. Ils ont pris en compte aussi le fait d'ajouter de la data. C'est-à-dire que si vous avez une base de données externe, bah, du coup, vous pouvez rajouter de la data directement là-dedans. Donc, ça peut être utile pour faire de l'affichage.
pour le moment, parce qu'il ne prend pas en compte tout ce qui est membership, mais je pense que ça va pas tarder. Et ensuite, j'ai réservé le gros écosystème Webflow parce qu'à lui tout seul aussi, il peut faire pas mal de choses. Mais la grosse contrepartie de ça, c'est que ça coûte très cher. Donc, là, vous avez Webflow classique. Donc, le plan gratuit ne sert pas à grand-chose, pour être honnête, parce que vu qu'il n'y a pas de custom domain, bah, du coup, on est obligé de passer au plan juste après. Juste après, il me semble qu'il n'y a pas forcément les CMS. Donc, les CMS arrivent à partir de 28 €. Juste pour avoir quelques collections. Donc après, ça peut suffire le 28, d'accord. Mais après, si vous avez une grosse site, bah, du coup, il faut passer au plan supérieur. Il y a du e-commerce dans Webflow, c'est pas le plus optimisé, autant utiliser Shopify. C'est pour ça qu'il y a un Shopiflow qui existe, pour du coup utiliser le design et la puissance du design de Webflow et la structure back-end e-commerce de Shopify. Du coup, ça vous fait les deux, qui coûtent 2 abonnements, voire après très cher sur Shopify. Si vous voulez gérer des membres utilisateurs, bah, du coup, il vous faut MemberStack parce que la version basique membership de Webflow est pas assez poussée. Donc, hop, outil en plus, 30 balles en plus. Et ensuite, si vous voulez recréer une application par-dessus votre site Webflow et potentiellement par-dessus votre e-commerce, il faudra utiliser Wizd, qui se calque par-dessus votre site Webflow. Et là, par contre, on peut rentrer un peu comme du WeWeb, on peut rentrer comme du Flutterflow, Bubble, etc., sur vraiment de la création d'applications beaucoup plus poussées. Mais c'est encore un coût ensuite. Et si dans l'hypothèse où toutes vos datas ne sont pas dans le CMS de Webflow, mais sont sur un Notion ou sur un Airtable, et ben, il faudra utiliser WellSync pour synchroniser votre CMS avec Webflow, ou utiliser la dernière sortie de FinSuite qui s'appelle CMS Bridge, ou bah, alors WellSync c'est minimum 100 balles, 100 €, et CMS Bridge, pour avoir la synchronisation illimitée, c'est 60 €, je crois. Donc, 60 plus 60 plus 30 plus 40 plus 90 plus 30 plus machin, voilà. C'est pas, si ta boîte tourne et que tu es une startup et que tu gagnes déjà de l'argent avec ton site et que tu veux vraiment scaler, il n'y a aucun souci, c'est vraiment la Rolls-Royce. Mais voilà, quand tu démarres, tu n'as pas forcément envie de lâcher un SMIC à chaque fois que tu veux développer une application. Mais ça existe, c'est possible. Il y a de très bons sites qui se font tout sur Webflow, etc. Mais voilà, ça demande quand même un gros budget. Et on a fait pas mal le tour là-dessus de tous les outils qu'on utilise généralement dans la communauté no-code et tous les utilisateurs. Même si, comme je vous ai dit, il y a tout ce qui est TimeTonic que je ne connais pas en fait, que je n'ai jamais utilisé, donc en fait j'aurais pu les mettre, mais j'aurais pas pu trop commenter dessus. Donc j'ai préféré les exclure pour le moment, le temps de les connaître plus, de tester l'outil, etc. Et dans tous les cas, ça sera mis à jour, bien entendu, avec le plus d'outils possible. Et ensuite, on va à ce document. Je vais le donner après, pas de souci. Et après, ça sera sur mon site. Je vais le mettre en embed parce que le gros avantage, c'est qu'on peut partager ça en embed. Et vu que du coup, j'ai le truc custom sur Software, je pourrais mettre ça dessus. Et attends, déjà, je vais l'envoyer là. Et après, je mettrai quand même un petit lien pour que ce soit plus facile. Ah non. Mais par contre, je pense qu'avec un Cloudflare, je pourrais le. Non, c'était pas le bon message. Parce qu'après, je pense confirmez-moi, mais si je mets un nom de domaine, une redirection, ou que ça pointe sur le Figma, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc j'appellerai ça Canva pour apprendre le nocode.fr, ou je sais pas comment, je verrai, mais ça sera mis dessus. Pour le moment, je mets pas d'éditeur parce que j'ai peur qu'on me casse le truc. Donc voilà, c'est perso, mais ça reste public. Et maintenant, on va passer à la dernière petite phase dans les 20 dernières minutes. Donc ici, j'ai voulu un peu structurer en fait, les outils dont on a besoin pour juste démarrer un projet en no-code facilement et pour gratos. C'est surtout ça le plus avantageux. C'est qu'avec tout ça, on peut faire vraiment 90%, 80% des usages no-code en termes que ce soit business, perso, applicatif, SaaS, machin, etc. Tout peut rentrer là-dedans, vraiment. Et le gros avantage de travailler gratuitement quand il y a certaines limitations, c'est que ça permet de réfléchir à comment essayer de contourner l'outil.
Et du coup, ça permet de se créer soi-même des billets logiques en mode ah ok ça on peut pas faire, mais si je fais ça ailleurs dans un autre outil que je le répercute là-dedans, est-ce que ça fonctionne? Oui, non. Quand c'est oui, bah c'est très bien, tu as économisé peut-être un plan supérieur. Et du coup, ça permet comme ça d'entraîner ton cerveau à essayer de contourner. Big up à contournement. Voilà, c'est très bien d'expliquer le mot et l'exemple. Ça permet vraiment de faire comme ça. Et Softer est le meilleur exemple pour ça. C'est-à-dire que le moindre truc qu'on veut faire dans Softer, c'est soit le plan payant, soit le plan machin, où ça n'existe pas. Et bah, tu réfléchis et tu vas dans ta base de données, tu fais des formules, tu essaies de faire des automatisations, des trucs, des machins, et ça, tu arrives à contourner le truc. Petit aparté, un truc que j'ai fait sur Softer, qui est quand même très rigolo, qui est pas possible du tout. En gros, moi dans ma base de données Airtable, j'ai listé tous les outils donc on a vu juste avant. Ils ont chacun un logo qui est un logo.clearbit.com / le nom de l'outil, ça me récupère le favicon. Donc j'ai de la chance, tous les sites ont un favicon, mais des fois je prends des sites, c'est la photo de profil du mec qui a développé le site, donc forcément je le mets pas. Et en fait le truc c'est que j'ai pas de visuel sur ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bah attends j'ai déjà les logos, mais du coup, c'est des logos qui sont concaténés dans un seul enregistrement, mais du coup, je peux pas les afficher. Airtable, formule, fais-moi une formule pour prendre tous les outils, enfin tous les logos des outils, et affiche-le-moi. Et du coup, dans Software, j'ai affiché juste une formule pour me mettre tous les logos. Donc du coup, ça fait un truc visuel qui n'est pas du tout natif dans Software, et ça permet de faire ce genre de petits tricks. Mais il y en a plein, hein. Il y en a plein à faire sur Software, des tricks. Mais c'est pas le sujet. Hein. C'est pas le sujet. Donc, en soi, je vous ai pris 6 outils. Bien entendu qu'on peut en garder que 1, 2, 3, 4. C'est juste que je vous ai mis des alternatives parce que, suivant les cas d'usage, des fois tu préférerais utiliser Notion que Airtable et vice-versa. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les différences. Donc typiquement, Notion Airtable, en fait, même à E2, ça suffit. En fait, vous pourrez déjà gérer, comme je vous l'ai dit, la majorité de vos cas d'usage. Sachant que dans les deux, il y a de l'IA, donc en plus, si vous êtes perdu dans l'outil, il y a juste à demander à l'IA de vous faire des choses. Donc clairement, c'est pas mal. Donc gestion de projet, organisation, synchronisation, CRM, portail client, pas forcément interactif, mais au moins de la lecture. Automatisation, interface, ça fait le taf. Vraiment tout all-in-one. Limite, ça, vous pouvez faire que avec ça, et c'est très bien. Si ensuite vous voulez aller un petit peu plus loin, notamment pour des formulaires. Les formulaires Notion viennent de sortir, donc ils sont très bébés et il n'y a pas encore tout. Donc c'est encore mieux maintenant d'utiliser Fillout, sauf si c'est un formulaire très très simple, comme on peut faire sur Airtable de temps en temps, se créer une vue formulaire, envoyer le formulaire, et ça intervient directement dans Airtable sans fichier, sans design, sans rien du tout. Mais si on veut faire des trucs un peu marketing, des onboarding avec le thème de notre marque, etc., vaut mieux se concentrer sur un fill-out, parce que du coup, on peut régler tout ça. Et un des points qui est super bien avec fill-out et Airtable, c'est que dans fill-out, ils ont une partie qui s'appelle login, qui permet de se connecter à votre base de données Airtable, et à partir de là, d'aller récupérer les enregistrements de l'utilisateur. Donc typiquement, ça peut être les statuts, ça peut être s'il a des projets en cours, afficher ses projets, tous les trucs liés, ça marche aussi. Enfin, toute la ligne en fait de l'utilisateur, elle est reprise dans Fillout. Et dans Fillout, on peut utiliser des variables, donc c'est-à-dire qu'avec un arrobase, on peut dire récupère-moi la question de la page 1, récupère-moi la réponse de l'utilisateur de la page 2, ou du coup, vu que c'est relié à la base de données, va me chercher du coup le nom de l'entreprise de la personne et affiche-le moi en gros sur le Fillout. C'est possible aussi. Et ça permet de faire des processus et des workflows supplémentaires ou simplifier beaucoup de choses parce que du coup l'intégration elle est instantanée et ça permet de faire des trucs vraiment cool. Et sinon après il y a le combo avec Softer. Donc soit en fait on dissocie les deux et on n'a pas besoin de l'un, on n'a pas besoin de l'autre, soit on a besoin des deux. On peut ajouter Fillout dans Softer avec un petit script pour se faire passer les data à l'autre parce que c'est pas natif. Encore une fois, contournement, machin. Mais du coup, l'avantage, c'est que quand on écrit dans Softer, c'est rentré dans Airtable. Quand on écrit dans Fillout, c'est rentré dans Airtable. Quand on modifie des trucs dans Airtable, ça se modifie dans Fillout suivant comment c'est configuré. Et ce qu'on modifie dans Airtable, c'est instantané sur Softer avec un refresh. Donc pareil avec Notion et Softer.
Donc Software, ça peut être très bien pour de l'affichage de data comme j'ai sur mon site, une liste d'outils, une liste d'API, une liste de formations, etc. Bah, en fait, c'est juste mon CMS. C'est comme si j'avais ma base de données de sites sur WordPress ou sur Webflow. C'est juste que moi, c'est sur Airtable et qu'après, c'est affiché sur Software. Donc, ça marche très bien. Et ensuite, le gros avantage, c'est pour la gestion des membres. Sur la version gratuite de Software, je crois que vous pouvez faire autant de groupes d'utilisateurs que vous voulez. Je crois que c'est sur le truc à 49, je sais plus. Mais au moins sur la version gratuite, vous pouvez différencier les utilisateurs logués, inscrits et pas inscrits. Donc déjà ça peut faire quand même pas mal d'accès en termes de projet. Et ensuite, si on a besoin de faire plus loin, même si ici dans Filaout, il y a déjà des automatisations, dans Notion, il y a des automatisations, dans Airtable, il y a des automatisations, si ça vous suffit pas, et ben du coup, on peut prendre soit Relay, soit Make, soit Nuten, soit Zapier, pour du coup aller communiquer avec un Gmail, avec un Drive, avec un Dropbox, avec Pennylane, avec Conto, avec X ou Y choses, et bien entendu de tout réinscrire dans votre base de données, pour tout réafficher ensuite là-dedans, pour pouvoir potentiellement modifier avec votre formulaire ici. Donc en gros, c'est un peu la stack idéale et gratos et qui permet de s'initier à la base de données, à l'affichage utilisateur, à l'administration utilisateur, à la filtrer les datas, écrire de la data, lire de la data, modifier, supprimer les trucs de base d'une base de données, et tout ça pour zéro. C'est quand même incroyable. Ici, je vous ai mis quelques petites tables d'explication, utilisation. Donc typiquement pour les bases de données, gestion des contacts, inventaire, contenu, organisation des vêtements, suivi de projet, etc. etc. Ici, pour tout ce qui est front, tableau de bord, reporting, visualisation de données, formulaire, filtre dynamique. Et ensuite, pour les automatisations, automatiser les emails, synchroniser les données, des notifications, des mises à jour, et connecter les API. Classique. Et ensuite, je vous ai mis aussi une grosse liste de termes à connaître. En gros, quand on commence à faire un projet de no-code, en général, vous allez potentiellement voir ces termes. Donc, je vous ai mis en français et en anglais, pour ceux qui utilisent le Google Translate sur votre navigateur. Sinon, étant donné que la majorité des outils sont en anglais, il vaut mieux apprendre les termes en anglais, parce que ça reste quand même du code, et à un moment donné, il n'y a pas le choix. Des fois, il faut écrire en anglais, donc il faut écrire du code, ou il faut potentiellement connaître le terme pour ne pas être perdu. Et l'avantage, c'est que si jamais vous êtes bloqué, que personne ne peut vous répondre sur No Code France, et que vous allez faire une recherche Google, et qu'en français, ça vous sort que dalle, bah, du coup, tapez-le en anglais, et là, vous aurez forcément beaucoup plus de résultats, parce que bah, du coup, c'est universel. Et il y a plus de gens, de développeurs qui posent des trucs sur Stack Overflow et sur d'autres forums en anglais, forcément. Donc vous aurez accès plus facilement à l'information. Ici, j'ai mis exemple de site, mais bon, bah, j'ai que le mien. Si jamais il y en a qui veulent avoir une petite pub et qui utilisent uniquement ces outils-là, bah, je peux vous rajouter avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Et voilà, bah, du coup, je pensais pas que ça allait timer aussi bien. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour faire ça là-dedans. Peut-être ça sera l'occasion de faire un prochain live là-dessus. Mais juste pour terminer, un des outils qui est utilisé en ce moment, enfin qui est utilisé par beaucoup, c'est Whimsical, qui permet de faire tout ce qui est mind map, wireframe, process, etc., etc. Mais là, quand je vous ai dit, quand j'ai fait ce Canva, bah, FigJam a des plugins et des extensions que Whimsical n'a pas, et notamment pour créer des bases de données comme ça, c'est largement plus simple. C'est plus visuel et c'est plus le style d'approche à faire quand on veut faire une base de données. Ici, j'avais fait pour l'exemple une base de CRM, très très classique. Donc, une base de données, ça se comporte de cette façon. Donc ça, c'est votre entité, qui s'appelle contact. À l'intérieur, vous avez des champs. Ces champs, ce sont des types. Ces types peuvent être uniques ou non. Donc ici, vous avez l'ID qui va du coup référencer quel est l'identifiant de ce contact dans ma table. Okay, donc ça, c'est un identifiant unique. Il ne peut pas avoir un contact qui a le même ID, c'est pas possible. Donc pour ça qu'on le définit là-dessus. Ensuite, un prénom, un nom, qui sont des strings, donc des textes. Pas sûr de ce que je dis, mais moi, de ce que je sais, ces strings, c'est du texte forcément.
Sinon, c'est du number. Ou après, c'est de l'array, object, etc. Mais string, texte. Ok. Email, bah, du coup, forcément, email, c'est unique. Un contact ne peut pas avoir deux mails. Du téléphone, bah, c'est un champ téléphone. Compagnie ID, là, ici, vous voyez que c'est une référence. C'est parce que on a une autre table, elle est où, qui s'appelle compagnie ici. Et le gros avantage, en fait, des bases de données, c'est qu'elles sont relationnelles. C'est-à-dire que plutôt que de marquer ici, dans la même ligne, l'entreprise du contact dans une liste déroulante ou en texte, bah, en fait, ici, on recrée une autre entité qui va s'appeler companies, donc entreprise, et ces entreprises sont liées à un contact. Et donc, le contact est lié à l'entreprise. Donc, ce qui fait que on a besoin d'avoir des données sur contact et des données d'entreprise, et on n'a pas envie que ça soit tout mélangé, bah, du coup on les sépare, et à un moment donné, quand on a besoin, bah, juste on les appelle pour aller récupérer la data chez l'un, chez l'autre, etc. Et du coup ça se configure comme ça, et en fait quand vous allez faire vos bases dans Airtable, vous allez faire ce genre de choses. Typiquement, vous allez créer un nouveau champ qui va s'appeler date de création, vous allez mettre une date, le champ texte, etc. etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer vos premières applications. Et c'est comme ça en fait que bah, tous les sites et toutes les applications sont faites. Il y a forcément une base de données quelque part. Et j'ai mis du temps à le comprendre qu'en fait c'était pas si compliqué que ça, une base de données. Et maintenant je suis tellement matrixé que dès que je vois un outil ou un produit ou quoi que ce soit, j'ai la base de données en tête avant de voir autre chose. Des formations professionnelles, mais au moins ça permet de comprendre plus facilement comment les outils sont faits. Et au final, en fait, ça sera toujours la même chose. C'est juste que, bien entendu, l'expérience, l'expertise fait que vos bases seront optimisées, qui permettront de faire des fonctionnalités que si elle est mal faite, bah, c'est pas possible. Donc, ça, c'est de l'entraînement, c'est pas facile. Mais moi, le dernier conseil que je vous dirais vraiment pour apprendre, c'est vous avez un objectif ou un projet, vous choisissez un seul outil. Si cet outil, vous le tordez dans tous les sens, ça marche pas, bah, du coup, vous allez chercher ailleurs. Si les deux, ça marche pas, du coup, vous en cherchez un troisième, mais pas plus, parce qu'à un moment donné, en fait, ça sert à rien d'avoir 655 000 outils, surtout quand on vient de débuter. Donc le but, c'est vraiment de se focaliser sur un et ne pas forcément en bouger si vous êtes satisfait avec. Bien entendu que si c'est votre travail, bah forcément, c'est mieux de connaître tous les outils. Mais si vous n'allez pas vous professionnaliser, vous n'avez pas le temps pour toucher tous les outils, etc., un Notion, un Airtable, ça suffit largement. Et si vous avez besoin de publier sur d'avoir un site et un espace membre, un software, ça suffit largement, largement. Vraiment, croyez-moi, il y a plein de projets clients où c'est en mode on a besoin de payer quelque chose. Non, juste pour ton besoin, le plan gratuit ici, le plan gratuit ici, ça suffit. Et si jamais, du coup, ton idée fonctionne et que tu as envie d'aller plus loin, bah là, du coup, on va payer, on va aller sur des outils plus loin, on va rajouter des fonctionnalités, etc. etc. Parce qu'en fait, je vois souvent le problème de en mode, ouais, j'ai besoin de faire ça, mais je sais pas quoi prendre. Bah déjà, prends la liste de toutes tes features que tu veux, tu les priorises, et en fonction de l'outil que tu vas choisir, tu regardes si cette feature elle tient, cette feature elle tient, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et si, mettons, les grosses features qui ne sont pas vitales pour le moment pour sortir le produit, bah ça va pas avec l'outil, c'est pas grave pour le moment, mais c'est bien de l'avoir en tête pour que plus tard, si jamais il y a besoin, bah tu sais que cette partie-là, quand on va scaler, bah faudra le bouger. Voilà. C'est à peu près comme ça que je raisonne, parce que ça sert à rien de se complexifier la tête pour certains trucs quand il n'y a pas trop d'enjeux. Je veux dire, voilà, quand vous, c'est pas, vous êtes pas au bord de la rupture et que vous devez forcément trouver l'idée de génie pour vous en sortir ou quoi que ce soit, bon là c'est différent. Et encore, c'est pas la bonne approche à faire. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que en général, c'est une idée, une fonctionnalité, un projet, un outil, quoi. Comme ça au moins, c'est plus simple. Ben voilà, je suis content, ça a fait l'heure et j'ai bien couvert ce que je voulais couvrir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si jamais vous voulez participer au Canva, bah, n'hésitez pas, je sais pas comment je pourrais le partager. En éditeur, je veux dire. Parce qu'en partage, je vous l'ai mis dans le chat. Mais, euh, mais je pense que ça peut être pas mal, soit peut-être une fois par mois, ce genre de Canva-là. Comme ça, il peut y avoir des updates, etc. Et après, bon, les streams, d'autres streams sur le no-code, voilà. Mais ce Canva, je trouve, c'est une bonne idée parce que, bah, en fait, ça permet à tout le monde de potentiellement contribuer.
et ça fait quand même une vue d'ensemble plutôt que d'aller dans un site, aller rechercher, et cetera. Même si, vous pouvez totalement aller sur le site, hein, il y a pas de je vous interdis pas d'aller sur mon site, hein. Mais, d'ailleurs, petite pub promo, si jamais vous voulez apprendre, le no-code, vous avez une formation gratuite ici, qui vous apprend, bah, du coup, tous les outils ici. Donc le but, c'est d'apprendre à se créer sa base de données d'entreprise. Donc là, ici, j'ai pris le cas où vous êtes un freelance, ok, vous démarrez, vous avez besoin de votre base de données pour centraliser votre CRM. À un moment donné, vous onboardez vos clients, vous avez besoin de partager des informations à ce client. Bah, du coup, vous créez un portail sur Software. Euh, Vous avez besoin de faire du marketing pour votre site internet, bah, du coup, vous le créez sur Webflow. Pour tout ce qui est onboarding, du coup, il y a le fill out, je ne l'ai pas mis, mais il est intégré dedans pour faire communiquer tout ça, et une petite automatisation pour mettre les Google Drive, je crois, du client en automatique dès que vous créez un nouveau client sur Airtable, donc c'est totalement gratos. Si ça marche pas, vous me bipez sur Slack, parce qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait encore des bugs, même si je l'ai quand même pas mal débugué, mais il se peut que, on ne sait pas par quel miracle, ça peut sauter. Donc voilà, il y a 6h49 de formation. Vous avez tout à dispo, c'est tout gratuit, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez me faire des retours, bah, soit dans le Slack, soit par mail, soit par Discord, soit par LinkedIn, soit par Pigeon Voyageur, hein. C'est vous qui voyez. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser la main à Xavier, qui va reprendre un live Xano, il me semble. Confirme-moi, mais il me semble que c'est ça. J'ai l'impression que Xavier est parti manger. Ben, je vous mets le petit outro et puis je vous dis à la prochaine pour apprendre le no-code dans les bonnes conditions. Allez, ciao, ciao. Quand je vous ai dit qu'il y avait des bugs sur ma plateforme, j'ai pas menti, hein. C'est normal, hein, c'est la programmation visuelle, hein, c'est pas non plus toujours, hein.